Comment peut-on encore faire confiance? Lui, dans une situation inouïe sur le plan de la démocratie. C'est la mission qu'a confiée Emmanuel Macron à Michel Barnier. Je peux donc vous confirmer qu'il s'agit là du futur Premier ministre. Voilà Michel Barnier, issu d'un parti, les Républicains, qui a fait 5,4% au premier tour des législatives, qui a 47 députés. L'élection a donc été volée au peuple français. Qui est soutenu, avec des conditions, par le parti présidentiel. Parti présidentiel qui a été rejeté et battu par les Français. Quel message ça envoie aux Françaises et aux Français qui n'avaient jamais été aussi nombreux le 30 juin et le 7 juillet dernier à se déplacer pour aller voter depuis les années 80. Et il est soutenu, là encore avec beaucoup de bémols et sous surveillance, du Rassemblement national qui a été rejeté par les 2/3 des Français au second tour des législatives. Le Parti socialiste et le groupe écologiste ont par ailleurs confirmé qu'ils censureront le gouvernement de Michel Barnier. Je pense que le président de la République a des lignes rouges et que politiquement, il ne prend pas acte du résultat des législatives et qu'il continue à se battre sur son bilan avec le souhait de la continuité. Comment peut-on encore faire confiance? C'est la question qui se pose en cette rentrée, alors que des millions de personnes ont le sentiment que leur vote n'a servi à rien, que leurs voix et leurs besoins n'ont pas été écoutés, qu'elles ont été tout simplement piétinées par la décision d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier Premier ministre, pourtant ultra-minoritaire. C'est inadmissible en fait, parce qu'ils respectent pas, c'est antidémocratique, anti-républicain. On se fait marcher dessus comme ça. Moi je comprendrais les gens qui me diront à ce moment-là, en fait j'en ai marre et je veux plus aller voter et tout ça. Cette confiance politique était déjà très abîmée. Elle semble aujourd'hui brisée. En février 2024 déjà, l'enquête annuelle du Cevipof montrait que 70% des Français n'ont pas confiance en la politique. À cela s'ajoute que nos sociétés sont de plus en plus fragmentées, déchirées par des inégalités sociales et écologiques toujours plus fortes. Pourtant, et c'est tout le paradoxe, face aux urgences sociales, démocratiques et écologiques, nous avons plus que jamais besoin de coopérer et de nous faire confiance. C'est ce qu'affirme l'économiste Éloi Laurent. Selon lui, la source des multiples crises actuelles est le capitalisme contemporain, qui est totalement irrationnel. Il nous divise et nous isole. Il l'écrit. Nous devons aujourd'hui nous réinventer collectivement pour atténuer les menaces qui grossissent à l'horizon et parer les chocs déjà là. Nous ne pouvons plus les ignorer. Surtout que la capacité à atténuer ces crises écologiques et sociales déterminera pour beaucoup le destin de la démocratie en France. Dans son nouvel essai, Éloi Laurent invite donc à imaginer de nouveaux liens sociaux et de nouvelles formes de coopération humaine, de solidarité contre l'emprise de l'économisme et du tout numérique, pour fonder les bases d'une société écologique prenant soin des écosystèmes comme des humains. Et organiser, enfin, une économie du bien-être aux antipodes des politiques d'austérité actuelles. Alors, comment sortir des impasses du néolibéralisme? Comment la coopération peut permettre de construire une société plus juste et plus écologique? Et qu'est-ce que cela changerait à nos vies? Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Éloi Laurent. Éloi Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Merci à vous. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à Sciences Po, Pont-Paris-Tech et Stanford. Vous défendez l'économie du bien-être, la post-croissance et la sociale écologie. Et vous avez publié en 2020 « Et si la santé guidait le monde » aux éditions Les Liens qui libèrent. En janvier 2023, « Économie pour le 21e siècle » aux éditions La Découverte. Plusieurs autres livres que je ne vais pas citer ici. Et plus récemment, « Coopérer et se faire confiance par tous les temps » aux éditions Rue de l'Échiquier, qui est un livre qui invite à imaginer des nouvelles formes de coopération sociale pour se dégager de l'emprise à la fois de l'économisme et du tout numérique. On va en parler. Mais avant, j'aimerais commencer avec vous par l'actualité. Vous avez récemment soutenu le programme du Nouveau Front Populaire, comme le programme qui, je vous cite, défend de manière la plus cohérente le contrat social français dans un monde déboussolé par les chocs, mais aussi le meilleur programme pour restaurer la confiance politique en France. Emmanuel Macron a décidé de choisir un Premier ministre qui n'était pas issu du groupe NFP, qui est pourtant le plus important à l'Assemblée avec 193 députés, mais un homme politique de droite, Michel Barnier. Vous qui, justement, avez soutenu le NFP, comment est-ce que vous vivez, vous analysez cette situation politique dans laquelle on est, puisque, justement, on va parler de confiance dans cet entretien? Alors, on était très nombreux et très nombreuses à soutenir le programme du Nouveau Front Populaire, parmi les économistes, mais plus largement parmi les chercheuses et les chercheurs.
Et avant de savoir quelle personne doit incarner tel ou tel programme, il faut savoir quel est le programme. Et la raison pour laquelle, à mon sens, on était si nombreuses et si nombreux, c'est qu'on pensait que le programme du nouveau Front populaire était cohérent par rapport aux aspirations de la population française. On va commencer par là et ensuite on va arriver très naturellement à la situation actuelle. La situation française, dans les années post-Covid, disons post-2020, d'accord, est marquée par deux faits absolument majeurs. Le premier fait majeur, c'est la déstabilisation d'un horizon de temps relativement court sous l'effet d'une insécurité alimentaire et d'une insécurité énergétique liée à l'agression russe en Ukraine, qui fait que le quotidien de dizaines de millions de personnes en France devient totalement instable du point de vue d'enjeux absolument essentiels, qui sont le fait de pouvoir se nourrir sa famille, de pouvoir se déplacer, de pouvoir se chauffer. Donc il y a une urgence immédiate en France, qui est l'urgence du temps court, qui est l'urgence du quotidien. Et la deuxième chose, c'est que avec la réforme des retraites, à laquelle était opposée 90% de la population, on a déstabilisé l'horizon de moyen terme ou de long terme. C'est-à-dire non seulement que le quotidien est devenu très difficile, mais y compris la projection dans le temps, le fait que la vie peut être difficile maintenant, mais qu'elle peut être meilleure plus tard, cette question-là devient elle-même problématique. Donc vous avez deux déstabilisations sociales absolument majeures. La déstabilisation du quotidien et la déstabilisation du devenir. Par rapport à ces deux questions-là, les deux urgences sont d'un côté de restaurer une forme de stabilité sociale, disons à moyen et long terme, en abrogeant cette réforme des retraites à laquelle sont massivement opposés les Françaises et les Français, et de l'autre côté, et qui par ailleurs n'est pas nécessaire du point de vue de l'équilibre budgétaire, etc., on peut rentrer dans les détails techniques, et de l'autre côté, d'arriver à restaurer une forme de stabilité du quotidien sur la question de l'alimentation, de l'énergie et donc finalement du niveau de vie, non pas du pouvoir d'achat, mais du niveau de vie. Par rapport à ces deux questions-là, ce programme était le programme qui répondait le plus clairement à ces urgences. Donc la raison pour laquelle moi j'ai soutenu ce programme, c'est parce qu'il était cohérent par rapport à ces questions-là, ce que j'ai appelé la stabilité du contrat social français dans un monde déboussolé par les chocs. Ce que nous avons là, indépendamment des personnes, parce qu'en fait les personnes importent peu, comme on l'a vu, personnes ont essentiellement, le jeu autour des personnes a essentiellement consisté à gagner du temps par rapport à l'inévitabilité du programme, en réalité. On se rend compte qu'on a attendu très longtemps sur le choix des personnes pour ne plus avoir le choix du programme. Le programme est un programme d'austérité, très clairement, c'est-à-dire on ne reviendra pas sur la réforme des retraites et on ne se confrontera pas à cette question de l'urgence du quotidien. Et donc, c'est évidemment un immense problème par rapport au sort de la population française et par rapport à ce à quoi elle aspire. Voilà. Et on l'a bien vu justement avec toutes les tergiversations d'Emmanuel Macron, que la question n'était pas de nommer Lucie Castet ou pas à Matignon, c'était plutôt de ne pas vouloir des mesures telles le SMIC à 1 600 €. Et vous le disiez d'ailleurs dans une interview à Politis le 4 septembre, donc avant qu'on connaisse le nom du nouveau Premier ministre, le programme d'austérité semble déjà écrit et la question est de savoir qui va se dévouer pour l'appliquer. Bon, maintenant, on sait qui s'est dévoué, mais en même temps, d'une certaine manière, on a quand même des millions de Français qui ont voté pour autre chose. Donc comment, dans ce contexte-là, on peut continuer à avoir une forme de confiance dans le politique, en sachant que le niveau de confiance dans le politique est très très bas aujourd'hui en France, et en tant que citoyen, se dire qu'on a des marges de manœuvre pour être écouté, tout simplement. Alors, confiance dans le politique, dans les partis politiques, la confiance est extrêmement faible, et d'ailleurs, elle est en crise. C'est très intéressant parce que les études du Cevipof, le laboratoire de Sciences Po, sur le baromètre de la confiance, permettent en fait de dissiper un malentendu. Le malentendu, c'est que le problème français, ce serait la question de la confiance entre les personnes. On a parlé de la société de défiance et de l'idée selon laquelle les Français sont défiants les uns par rapport aux autres. La vraie question fondamentale, c'est la défiance à l'égard des institutions. Et cette défiance à l'égard des institutions est en train de se muer en une défiance à l'égard de la démocratie. Et donc, on a un énorme problème de confiance dans les institutions, enfin de défiance dans les institutions en France, qui est en train d'éclater au grand jour avec ce qui est ni plus ni moins qu'une manipulation. Quand on dit c'est un déni de démocratie, le fait de nommer un Premier ministre qui est issu d'un parti qui est totalement minoritaire à l'Assemblée
pour appliquer un programme dont les gens ne veulent pas, c'est pas un déni de démocratie, c'est un démenti démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte que la réalité soit autre que ce qu'elle est. Dénier la réalité ou avoir un déni à l'égard de la réalité, c'est ne refuser de la reconnaître, y compris de façon inconsciente. Là, on essaye de la changer, on essaye de l'altérer. Donc c'est un démenti démocratique. Et ça, évidemment, ne fera que renforcer la question de la défiance dans les institutions. Donc on est en plein dans cette question de défiance à l'égard des institutions qui est en train de devenir une défiance à l'égard de la démocratie. Pour le dire simplement, une très large majorité de gens pensent que la démocratie en France ne fonctionne pas de façon satisfaisante par rapport à leurs attentes. Voilà. Ce qui repose la question de quelles sont ces attentes et ce qui va nous amener directement à la question de la post-croissance, à la question de c'est quoi exactement une économie qui fonctionne au service des gens? C'est une économie qui répond à leurs besoins. Alors justement, on va venir à cette question d'une économie qui répond aux besoins, mais donc la grande question qui traverse votre dernier livre, c'est pourquoi est-ce qu'on coopère et comment est-ce que l'acte de coopérer, il s'articule au choix d'accorder sa confiance. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire justement sur la coopération et la confiance dans un monde qui est justement ce que vous venez de décrire et une société française qui est face à justement une crise démocratique, une crise sociale, une crise écologique? Pourquoi cette question de la coopération et de la confiance, elle est au cœur des solutions pour faire face à ce que nous vivons? Alors, vous l'avez dit, nous sommes face à des crises multiples qui sont très décourageantes. On a entendu récemment des grandes voix faire part de leur désarroi face à cette espèce de jour sans fin du combat écologique où chaque jour il faut expliquer les mêmes choses, tenter de convaincre, se rendre compte qu'on a échoué, recommencer, etc. Le côté Sisyphe de l'activisme écologique. On a avancé le terme de polycrise qui est censé nous aider à nous repérer dans ce monde avec des crises multiples, sociales, écologiques, géopolitiques, que sais-je. Je suis pas très convaincu par ce terme et je pense qu'il est très descriptif, pas très analytique. Et donc, j'essaye, comme beaucoup de chercheuses et de chercheurs à travers le monde, à partir de ma discipline, à essayer d'aller à l'essentiel, d'avoir un point de vue radical, c'est-à-dire qui remonte à la racine. La racine, vous le dites, c'est, pour moi, l'économie du bien-être. L'économie du bien-être, c'est quoi? C'est de dire, au fond, on est face à un double échec. L'échec évident de l'effondrement de la biosphère. On est en train de détruire notre habitat et c'est totalement irrationnel du point de vue de notre espèce. Et on est aussi face à un échec social. Nous vivons dans des sociétés où, grosso modo, personne n'est content d'y vivre. Où on vit dans les sociétés dans lesquelles, à peu près, les gens, qui sont à la fois fragmentés, dans lesquelles on a des problèmes comme la défiance, comme la polarisation, la fragmentation, etc. Et donc, l'idée, c'est en quoi un système économique peut essayer de répondre à ces urgences-là. Ma formulation du problème, c'est l'économie du bien-être. Et l'économie du bien-être, c'est une économie fondée sur les besoins, ni sur les préférences, ni sur le ruissellement de la croissance qui va satisfaire les besoins, mais sur les besoins humains. Et donc, j'essaye d'identifier quels sont les besoins humains fondamentaux. Et j'en vois deux essentiels. Le premier, c'est la santé, on en a parlé ensemble. Et le second, c'est la coopération. Pour moi, en fait, les humains, s'ils ont d'un côté la santé et de l'autre la coopération, en fait, ils ont à peu près l'essentiel de ce à quoi ils peuvent aspirer. Voilà. Après, il y a différentes dimensions dans ces deux domaines-là. Voilà. Et donc, j'ai consacré déjà un livre à la question de la santé, et ça, c'est un livre consacré à la coopération parce que il me semble que c'est vraiment les deux piliers de l'économie du bien-être. La santé et la coopération. Voilà pourquoi, et la confiance est étroitement liée à la question de la coopération. Donc voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. Et c'est en quelque sorte une sorte de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que vous le dites aussi dans le livre que la crise Covid nous a brutalement confrontés au fait que, en fait, sans liens sociaux, nous n'existons pas, et au fait que nous sommes en train d'attaquer notre planète, nos conditions de vie à un niveau sans précédent. Alain Damasio, par exemple, l'auteur le dit, le capitalisme, c'est aussi une attaque générale sur les liens. Donc c'est ce qui est en train de se passer, c'est aussi presque comme si c'était volontaire, en quelque sorte. Oui, alors moi, j'analyse effectivement. Alors, la crise Covid est absolument inévitable. On n'en parle plus beaucoup. C'était pourtant il y a seulement 4 ans. Bien sûr, d'autres urgences sont venues s'ajouter. Mais je crois que la crise Covid est une matrice. Moi, je pense que la crise Covid nous a fait entrer véritablement dans le 21e siècle. Et la crise Covid, au fond, c'est une crise de liens. C'est-à-dire que c'est une crise de nos liens naturels. C'est-à-dire que on a des preuves scientifiques du fait que les phénomènes de déforestation, de destruction des habitats, des espèces animales sont liés
à cette ère des pandémies. Et quand Libbes disait « nous sommes dans l'ère des pandémies », c'était le Covid et tout ce qui avait précédé. Et maintenant, nous sommes dans ce qui suit. Par exemple, le Mpox, qui montre très bien que cette ère des pandémies n'est pas du tout terminée, puisqu'on continue en fait à maltraiter, à détruire et à altérer tous les écosystèmes et la biodiversité. Et ces liens naturels, la destruction de ces liens naturels a conduit à une destruction de nos liens sociaux. Au fond, c'est ça la crise du Covid. C'est une crise des liens, double crise des liens, destruction des liens naturels qui a conduit à la destruction des liens sociaux. Donc effectivement, c'est le point de départ du livre parce que on a la double dimension de la coopération humaine, c'est-à-dire à la fois la coopération comme les liens sociaux, mais aussi la coopération comme ce que j'appelle dans le livre les liens vitaux. Alors justement, dans ce livre, vous posez la nécessité de définir les termes et vous établissez une différence fondamentale entre collaboration et coopération et vous montrez qu'en fait, on vit dans un monde d'hyper-collaboration qui cache en fait le fait qu'il n'y a plus vraiment de coopération et que les liens sociaux se dégradent. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Enfin, vous dites aussi que par exemple, le capitalisme contemporain nous divise et nous isole aussi. Oui, et que de ce point de vue-là, il est complètement irrationnel. Donc, le point de départ du livre, c'est au fond, une fois qu'on a dit que la coopération était une dimension essentielle des besoins humains, qu'est-ce que la coopération ? Donc, la coopération, on a des études qui nous montrent, en biologie évolutive, en psychologie sociale, que l'espèce humaine se distingue de toutes les autres espèces sur la planète par sa capacité à coopérer. Quand je dis que c'est une dimension essentielle, c'est pas une petite chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'économie du bien-être, vous avez d'un côté la santé. La santé, au fond, c'est ce qui nous relie à tous les autres vivants. La coopération, c'est ce qui nous en distingue. C'est-à-dire c'est une capacité totalement unique, en fait, de l'humanité à s'associer et à réaliser des désirs et à satisfaire des besoins. Donc, c'est une cristallisation des liens sociaux qui permet de satisfaire des besoins et de réaliser des désirs. Et si vous prenez l'histoire de l'humanité sur le temps long, des millions d'années, vous comprenez que ce qui est à la source de la prospérité, c'est cette capacité à coopérer. Le problème, c'est comment on la définit. Est-ce que la coopération, par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un échange, une espèce de coût-bénéfice entre le temps que je vais passer, admettons, à faire cette interview et le nombre de livres que je vais vendre. Ça, c'est une analyse coût-bénéfice de la coopération qui fait qu'on va sacrifier une partie de son bien-être pour espérer en obtenir davantage par l'association avec quelqu'un d'autre. Et puis, il y a une autre vision qui est ce qu'on est en train de faire. En fait, c'est un processus incertain d'échange humain dans lequel, en fait, je ne connais pas les questions que vous me posez, je ne connais pas non plus les réponses que je vais donner, et quelque chose est en train de se passer de la transformation de, y compris, ce que je comprends du livre que j'ai écrit à travers vos questions. Et on va sortir de cet entretien en étant finalement plus intelligents l'un et l'autre, espérons-le, peut-être beaucoup moins, j'en sais rien, mais a priori, parce qu'on aura procéder à cette transformation, à cet échange. Et on voit bien que c'est pas de l'ordre du coût-bénéfice. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'autre, en fait, qui est une association fondée sur la liberté, mais aussi fondamentalement sur la volonté de connaître. Et donc, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a une grande distinction à faire entre la collaboration, qui est le fait de travailler pour faire ensemble. Donc, vous passez votre journée dans des heures de travail que vous comptabilisez et vous mettez en face un produit que vous avez réalisé et vous avez des indicateurs de productivité, d'efficacité, etc. Voilà, Adam Smith, l'humanité est une manufacture d'épingles. Ou alors, vous considérez que, en fait, vous avez envie de connaître des choses et vous allez vous rapprocher d'autres personnes par amour. Et donc, ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est de montrer qu'en fait, toutes les sciences de la coopération sont très influencées par l'économisme et qu'en fait, elles reprennent complètement l'idée que la coopération, c'est simplement travailler pour faire. Et ce que je dis, c'est que la coopération, en fait, c'est connaître par amour. Voilà. Et évidemment, là, ça induit toute une autre forme, en fait, de sens de cette chose essentielle qu'est la coopération pour l'humanité. Alors justement, vous considérez que le fait de distinguer la coopération et la collaboration, ça permet de mesurer le danger qu'il y a à fonder une société sur la collaboration et non la coopération, à la fois pour la continuité sociale, mais aussi pour la résilience collective face au choc écologique, puisque justement, vous le dites, c'est par la coopération que nous pouvons œuvrer pour que notre planète demeure habitable. En quoi est-ce que justement, c'est par la coopération et non la collaboration qu'on peut œuvrer pour que notre planète reste habitable ? Alors, revenons un peu sur ce que j'essaye de faire. D'abord, définir que la coopération est une dimension essentielle de l'humanité. Ensuite, essayer de trouver une définition de la coopération. Et ensuite, montrer, en fait, en quoi notre époque est une époque paradoxale. D'un côté,
On est censé être reliés les uns et les autres, les unes et les autres, par des outils numériques qui nous rendent plus intelligents, par lesquels on échange des idées, des sentiments, etc. Et de l'autre, on sent qu'il y a quelque chose de très profond dans la crise de coopération que nous traversons. Et finalement, la démocratie et la crise de la démocratie et de la confiance dans les institutions dont on parlait au début est une facette de ça. D'accord ? Et donc, je dis en fait, parce qu'il y a deux phénomènes que l'on distingue rarement, mais qui doivent être distingués. La coopération, c'est donc effectivement le fait de vouloir connaître par amour, et la collaboration, c'est le fait de vouloir faire par le travail. Et il y a 5 différences, en fait, entre la coopération et la collaboration. La première différence fondamentale, c'est que la collaboration, c'est que le travail. La coopération, c'est le fait de mettre en commun toutes les capacités humaines. Le travail, mais pas seulement le travail. Et c'est fondamental à comprendre pour ce qui explique la prospérité. La deuxième, c'est l'horizon de temps. La collaboration, c'est un horizon de temps fini. Une fois que c'est terminé, la collaboration, et qu'on s'est associé pour faire, c'est terminé, on passe à autre chose. La coopération, en fait, c'est un horizon de temps qui n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on continue à coopérer, y compris, on va continuer à réfléchir, y compris quand cette interview sera terminée. Et ce sera une forme de coopération, on va dire, par les imaginaires. La collaboration, c'est un objet déterminé. On fait quelque chose qui est tout à fait circonscrit. La coopération, c'est on commence à travailler sur quelque chose et puis on commence à réfléchir sur quelque chose d'autre et on passe à quelque chose d'autre. Et quand on fait de la recherche, on se rend compte, en fait, fondamentalement, du fait que c'est comme ça qu'on pense. C'est-à-dire qu'on croit faire quelque chose et en fait, on est en train d'avancer sur quelque chose d'autre et c'est ça qui va précisément aboutir. Enfin, la collaboration, c'est profondément vertical, c'est-à-dire vous pouvez forcer les gens à travailler. La coopération, c'est horizontal, vous pouvez pas forcer les gens à penser ensemble. Et la collaboration, c'est pour produire, c'est pour faire. Et la coopération, c'est imaginer une société dans laquelle on ne fait pas. Toute la réflexion sur la sobriété et le fait que la sobriété, ce soit la réinvention des modèles coopératifs dans l'économie pour ne pas faire ou ne plus faire, ça suppose précisément ça. Donc vous voyez, c'est ça en fait l'idée. C'est que vous avez deux notions qui sont en fait différentes, la collaboration et la coopération. On est dans des sociétés qui sont un âge d'or de la collaboration. Ça n'a jamais aussi bien fonctionné. Et c'est complètement destructeur, à la fois sur le plan social et sur le plan écologique. Donc ça doit nous interroger sur est-ce que c'est vraiment la source de la prospérité, et la coopération qui, en fait, pour moi, est la véritable source de la prospérité humaine et qui permet de ressaisir ces enjeux-là. Voilà. Et vous parlez justement sur cette question de la collaboration, de la nécessité de parler aujourd'hui, alors on en parle de plus en plus, mais du lien entre travail et santé mentale, par exemple, qui montre toutes les limites de ce système-là. Oui, par exemple, mon collègue Bruno Palier a mené une grande enquête sur le travail. Que sait-on du travail ? Donc, une grande enquête à Sciences Po sur les différentes facettes du travail. Et il ressort de là qu'il y a une immense crise du travail, qui est avant tout une crise subjective du travail, à la fois objective, les conditions de travail, etc., mais aussi subjective au sens de ce que les gens... Donc ça, vous n'allez pas le mesurer par la productivité du travail. Mais par contre, la productivité du travail peut finir par décliner, c'est-à-dire que les indicateurs purement économiques que vous vous donnez peuvent finir par eux-mêmes décliner sous l'effet de ce que vous ne mesurez pas. Si vous ne mesurez pas la crise du sens du travail, au bout du processus, les gens ne seront pas productifs. Donc c'est pour ça que même du strict point de vue économique, en fait, c'est complètement irrationnel de se centrer sur la question de la croissance, la compétitivité, etc. Et ce ne sont pas des choses théoriques. À l'heure où on se parle, Mario Draghi, l'ancien Premier ministre italien, etc., vient de sortir un rapport pour expliquer que l'avenir du projet européen, c'est plus de compétitivité par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Si vous voulez, de penser que la civilisation européenne et que de sa valeur ajoutée par rapport à la question des États-Unis, c'est la compétitivité, quand on connaît l'état de la société américaine ou quand on imagine l'état de la société chinoise, parce que personne ne connaît l'état exact de la société chinoise, c'est complètement invraisemblable. Donc on voit bien en fait à quel point tous ces indicateurs économiques standards sont complètement limités et ne permettent pas de comprendre le monde tel qu'il est. C'est pour ça que je dis souvent à mes étudiantes et à mes étudiants, c'est nous les réalistes, en fait. C'est en face que les gens sont des doux rêveurs. C'est en face que les gens ne sont pas du tout dans le monde réel tel qu'il est. Donc, pour revenir à notre sujet, voilà, le point fondamental sur le travail, c'est un très bon exemple. Si vous mettez des gens dans des circonstances dans lesquelles ils sont gouvernés par des algorithmes, gouvernés par des indicateurs, gouvernés par des processus collaboratifs dans lesquels, en réalité, ils n'ont aucune autonomie, vous détruisez complètement le sens du travail et, au final, vous détruirez aussi la productivité du travail.
Alors justement, vous datez l'émergence de la crise de la coopération en 2007, donc après l'arrivée de l'iPhone et de Facebook. Une des traductions les plus importantes de cette crise de la coopération, c'est l'épidémie de solitude dont vous parlez et ses conséquences, notamment aux États-Unis, sur le fait que, par exemple, l'isolement social augmente en fait le risque de mort prématurée et on ne s'en rend pas compte, on n'en parle pas assez. La solitude et l'isolement tuent et rendent malade progressivement. Oui, alors ça a commencé aux États-Unis parce que en fait, les États-Unis sont le poste avancé de la sortie de la croissance. C'est-à-dire que c'est le pays qui a inventé le produit intérieur brut en 1934 avec Simon Kuznets, au moment, entre parenthèses, où en Europe, on essayait d'inventer l'État-providence. Et je pense que c'est deux projets qui sont tout à fait différents dans la civilisation européenne et dans la civilisation américaine, et que ce découplage entre l'Europe et les États-Unis va devenir de plus en plus apparent au fur et à mesure qu'on va avancer dans le XXIe siècle. Et donc, cette question effectivement de moi ce que j'appelle l'emprise numérique, d'ailleurs elle commence pas, enfin elle devient particulièrement, elle s'accélère au milieu des années 2000, mais en fait elle commence au début des années 90. C'est-à-dire au début des années 90, on a cette transition numérique qui se met en place, voilà, et cette emprise numérique qui grandit. Et une fois de plus, un des paradoxes intéressants, les paradoxes, c'est toujours des endroits intéressants pour commencer à penser le monde, c'est qu'on est censé être dans des sociétés hyper connectées et qu'il y a une crise évidente des liens sociaux. Et cette crise des liens sociaux, qu'on a appelée aux États-Unis l'épidémie de solitude et que moi je propose maintenant d'appeler la pandémie de solitude, en rapport bien sûr avec le Covid et de ce que le Covid a fait aux liens sociaux partout sur la planète, et qui se traduit par une crise de santé mentale aiguë, par exemple dans la jeunesse française, qui ne trouve toujours pas de réponse adéquate du point de vue des politiques publiques. On a commencé à l'identifier aux États-Unis. D'ailleurs, on pourrait dire que Robert Putnam a commencé à l'identifier avec son histoire de faire du bowling tout seul, Bowling Alone. Donc, il y a un livre de Robert Putnam qui raconte comment les ligues de bowling, qui sont des lieux de socialisation aux États-Unis, se dépeuplent progressivement, et il en déduit le fait qu'il y a une espèce d'isolement social qui est en train de grandir. D'où cette idée de faire du bowling tout seul. Faire du bowling tout seul étant considéré comme la marque de l'isolement social. Et donc, ça commence à se développer. Puis ensuite, il y a des articles qui commencent à arriver et qui montrent qu'en fait, cette dégradation des liens sociaux, cet isolement social a des conséquences sanitaires de plus en plus prononcées. Et là, on en est vraiment à cette phase-là, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé a lancé récemment une commission pour étudier cette question de l'épidémie de solitude, à partir notamment d'un rapport qui a été rendu par le responsable de la santé publique aux États-Unis et qui montre en fait que l'isolement social devient un énorme problème de santé publique, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de détruire la santé physique véritablement, parce que vous avez des différences d'espérance de vie entre les gens qui sont isolés et les gens qui ont des relations sociales qui sont nourries. Voilà. Donc, cette question de l'isolement social est un très bon point de départ pour comprendre la différence entre coopération, collaboration, société hyper connectée, société hyper collaborative et crise profonde de la coopération. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, en France, selon l'INSEE, 11 millions de personnes vivent seules. Donc, cette part de personnes qui vivent seules dans la population a été multipliée par 3 entre 1960 et 2020. Et donc, elle est passée de 6% à 17%. Et on a aussi un tiers des personnes interrogées sur leur isolement qui se sentent vulnérables du fait de leur isolement, en fait, qui se sentent en danger, presque. Exactement, qui se sentent en danger, qui souffrent de ça. La Fondation de France publie maintenant des rapports réguliers sur les solitudes en France, qui sont tout à fait passionnants et qui montrent cette augmentation de l'isolement social, de la souffrance qui est associée à cet isolement social. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes seules sont désespérées d'être seules. Il y a des gens qui sont très contents d'être seuls et qui, au contraire, veulent la solitude. Et voilà, c'est la solitude et l'isolement sont deux choses différentes. Mais nous sommes en fait dans des sociétés dans lesquelles, d'une part, il y a l'isolement social, qui est une espèce de solitude involontaire et souffrante. Et de l'autre côté, un isolement par le travail. L'isolement par le travail, c'est tout à fait frappant de voir à quel point tous ces processus, une fois de plus, numériques, en fait, isolent les gens. Donc, on est dans des sociétés dans lesquelles on isole et on divise, alors même que toutes les études nous montrent que la coopération est la source de la prospérité humaine. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est complètement irrationnel et qui est bien sûr le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, qui est fait à la fois de l'emprise numérique et de l'emprise économique. Alors justement, en quoi est-ce que le fait de créer de nouveaux liens sociaux peut nous sortir des impasses du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, du néolibéralisme ? Alors, revenons à la question du désespoir en cette rentrée d'un certain nombre de militants de l'écologie sur la question que faire, comment le faire, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, etc.
De militants sur d'autres questions aussi du fait de la situation politique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés contre l'extrême droite. Et par ailleurs, de la crise évidente de la démocratie et de la montée de l'extrême droite, etc. Bon. La coopération, il me semble, permet de faire le lien entre, d'un côté, la fragmentation sociale et de l'autre, la catastrophe écologique. C'est-à-dire que la coopération peut à la fois redonner de la densité, de la continuité et du sens, pour tout dire, à la vie en commun, et de l'autre côté permet de faire face aux catastrophes écologiques. À la fois du point de vue de l'atténuation, c'est-à-dire de la réinvention des modèles économiques qui permettent de diminuer la consommation de ressources naturelles, d'énergie, qui est absolument indispensable, donc d'arriver à la satiété, aux besoins humains, c'est la question fondamentale, des systèmes économiques centrés sur les besoins, ni sur les préférences, ni sur la croissance et encore moins sur les inégalités. Et de l'autre côté, faire face aux chocs, parce que les chocs écologiques, ils sont déjà là. Chocs climatiques, les chocs pandémiques. Le système Copernicus nous dit l'été 2024 est le plus chaud, etc. On est déjà en fait à 1,6 compte tenu des phénomènes complexes El Niño, mais en fait, donc on est clairement sur des trajectoires de dépassement de 1,5. Sur les dernières années, mais on est à 1,2 degré de réchauffement. Voilà, mais on est moyenne. Mais de manière inévitable à horizon 2030 à 1,5 degré au-delà de l'époque pré-industrielle, c'est absolument inévitable. Ça veut donc dire qu'il faut s'adapter, et très très vite. D'accord. On est ici à Paris. Paris, c'est une ville qui n'est absolument pas prête pour les chocs climatiques qu'elle va devoir affronter très vite. Et vous connaissez cette fameuse étude du Lancet désormais qui montre que Paris est une des villes dans lesquelles on a le plus de risques de mourir d'une canicule. Bon, alors que nous avons fait ces Jeux Olympiques qu'on nous présente comme étant une réussite extraordinaire, on se dit si on avait consacré une fraction de ces moyens-là à adapter Paris à la question des canicules, on aurait sans doute fait beaucoup plus de progrès pour les habitantes et les habitants de cette ville. Donc en fait, la coopération permet de faire le pont. En fait, le lien entre cette crise sociale, de la fragmentation et de l'isolement, et ces crises écologiques, ces désastres, qui sont à la fois des crises de la surabondance d'un côté et de la pauvreté de l'autre, et ensuite qui sont des crises de la vulnérabilité. C'est-à-dire ces chocs arrivent, et il va y avoir évidemment des différentiels terribles de gens qui vont être plus ou moins vulnérables, plus ou moins exposés, plus ou moins sensibles par rapport à ces chocs. Donc la coopération, c'est à la fois un guide, c'est-à-dire que ça permet en fait de trouver un chemin vers la question de la satiété, et c'est aussi un bouclier. Ça permet en fait de se protéger contre ces chocs. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça me paraît être un concept absolument essentiel et qui permet de repenser complètement le système économique, mais en revenant à l'origine de la pensée économique. Parce qu'une fois de plus, il ne faut pas penser que l'économie, la discipline économique, c'est les 30 dernières années de ténèbres néolibérales et néoclassiques. La discipline économique, elle a 2500 ans. Donc, si vous remontez aux fondateurs de la discipline économique, c'est-à-dire Aristote, Xénophon et même Épicure, vous trouvez immédiatement la question des besoins humains. La lettre à Ménécée d'Épicure vous dit voilà quels sont les besoins humains essentiels et vous dit de façon extrêmement claire que les inégalités, la soif d'honneur, la soif de pouvoir, etc., et la croissance économique ne sont absolument pas des guides, c'est ce qu'il appelle des désirs vides ou des désirs vains. Voilà. Donc, on a en fait de façon très claire cette question des besoins essentiels qui est éclairée à la fois par les fondateurs de l'analyse économique et par les modèles contemporains. C'est-à-dire vous pouvez aller d'Épicure jusqu'à Julia Steinberger et vous avez une continuité extrêmement claire entre des philosophies des besoins humains et des modèles qui montrent que c'est la seule voie pour l'humanité de se centrer sur les besoins humains essentiels et de les rendre compatibles avec la viabilité de la biosphère. Et justement, pour en revenir à ce que l'on disait un peu plus tôt, dans les besoins humains essentiels, il y a vraiment cette question des liens sociaux, des relations sociales. C'est ce que montre une étude de Harvard de 1938 que vous citez. Est-ce que vous pouvez justement l'expliquer et raconter en quoi elle est très importante, cette étude en fait? Alors, c'est vraiment l'étude qui, pour moi, peut-être la plus belle étude empirique qui soit, véritablement, de toutes les sciences sociales. Alors, elle est en 1938, mais en fait, elle dure, comme vous l'avez dit, c'est une étude longitudinale où on va suivre, en fait, des gens sur 70 ans. Alors, pas tous, il y en a qui vont évidemment mourir, mais on va en suivre. Sur l'essentiel de leur vie. Voilà. Sur l'essentiel de leur vie, on va suivre des gens avec une question fondamentale, ou plus exactement 2 questions. Qu'est-ce qui fait que les gens vivent une existence longue ? Et qu'est-ce qui se fait que les gens vivent une existence heureuse ? Et on pourrait penser que, en tant qu'humain, si on nous propose au fond de vivre une longue vie heureuse, on prend. Fondamentalement, ça nous intéresse. Donc, ça nous intéresse de savoir quel est le facteur qui va expliquer ça. L'étude commence effectivement dans les années 30. On a des hypothèses bizarres sur la taille du crâne, des hypothèses louches et douteuses sur ce qui va faire que les gens peuvent vivre longtemps et heureux. Et on arrive, en fait, évidemment,
c'est là où c'est beau, c'est à la fin de l'étude qu'on comprend en fait véritablement les facteurs essentiels. Et le facteur principal qui explique à la fois qu'on vit longtemps et qu'on vit heureux, c'est la qualité des relations sociales. Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Period. Les gens qui, dans leur vie, sont capables de construire, d'entretenir des relations sociales de qualité, donc pas seulement des relations sociales de qualité, donc danse, continue, etc., sont les personnes qui vont pouvoir vivre le plus longtemps et qui déclarent le plus être heureux. Voilà. Et donc, quand on regarde le résultat de cette étude, ça a tout à voir avec la question de la coopération, puisque c'est la question des liens sociaux au cœur de la santé comprise comme la santé biologique et la santé comprise comme la santé mentale. Ça fait le lien, cette étude, entre les deux dimensions essentielles de l'économie du bien-être qui sont la santé et la coopération. On se dit, pourquoi est-ce que toutes les politiques publiques ne sont pas centrées sur ces deux questions, c'est-à-dire sur la question des relations sociales qui permet d'ouvrir à des existences longues et des existences heureuses. Donc, des politiques publiques centrées sur la qualité des relations sociales. Si on revient au début de notre entretien et sur les programmes d'austérité qui sont préparés pour la France aujourd'hui par rapport aux besoins que les gens déclarent, on comprend immédiatement que c'est totalement orthogonal. On ne va absolument pas faire des politiques publiques qui vont favoriser de bonnes relations sociales. On va au contraire rendre les relations sociales beaucoup plus difficiles. Et donc, on va affaiblir le bien-être humain. Alors justement, face à tous ces constats légèrement terrifiants, à quoi est-ce que pourrait ressembler une politique de coopération aujourd'hui ? C'est pas légèrement terrifiant. J'espère que c'est que légèrement terrifiant, mais j'espère que c'est pas terrifiant. C'est-à-dire que moi, ça me terrifie pas au sens où ce qui me terrifierait, c'est de ne rien comprendre à la situation actuelle. C'est-à-dire que si on était dans des sociétés dans lesquelles il y avait ce degré de fragmentation, de polarisation, et qu'en même temps on avait des catastrophes écologiques de l'ampleur de celles qui arrivent, et qu'on avait ce choc sur cette vulnérabilité, je me dirais, là, c'est terrifiant. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup, en fait, de disciplines, de travaux, d'études qui nous permettent de comprendre comment échapper à ça, comment renforcer le corps social et comment atténuer le choc qui arrive. Donc, c'est à la fois... Je disais plutôt terrifiant sur le fait que la plupart des politiques publiques aujourd'hui, dans les pays occidentaux, ne prennent absolument pas ça en considération ou très très peu. C'est vrai. C'est plutôt ça, c'est sur la cécité. Sur la cécité mais donc du coup sur le fait qu'il faut inventer des coopérations, y compris contre les pouvoirs politiques. Et c'est là aussi la force du concept de coopération. C'est que les coopérations, ça s'invente aussi contre des pouvoirs publics qui sont inertes. C'est-à-dire que ce sont des forces qui sont des forces de collectifs humains qui n'ont pas besoin des pouvoirs publics pour exister. Et on le voit parfaitement en France, puisque si la transition écologique existe, elle n'existe pas du fait de l'État-nation, qui est totalement inerte et qui, au contraire, est une force de non-transition. Elle existe par des collectifs humains qui se saisissent de la question de l'eau, de l'alimentation, de l'usage des sols, de la terre, etc., et qui réinventent cette question de la coopération, et ce faisant, qui permettent cette transition écologique. Alors justement, si on prenait des exemples concrets, notamment par exemple sur la question du travail, dont on a un peu parlé, plutôt sur le lien santé mentale, quelles sont pour vous les tendances aujourd'hui qu'on peut tirer en quelque sorte pour créer des rapports de force et véritablement faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de coopération entre les êtres, par exemple? Est-ce que vous considérez que les coopératives, nous Blast, on est une coopérative, mais il y a de plus en plus de coopératives en France. Est-ce que ça, c'est un nouveau modèle économique qui doit s'étendre absolument partout? Enfin, quels sont les différents leviers à activer en quelque sorte? Je ne sais pas si ça doit s'étendre absolument partout, mais en tout cas, c'est évidemment une source d'espoir. Reprenons la question du travail. Ce n'est pas une petite question et elle n'est pas sans rapport avec la réalité politique. Il y a des études qui montrent que le vote pour l'extrême droite est en partie corrélé à la mauvaise qualité des relations de travail. Donc, quand vous avez des gens qui, toute la journée, en fait, ont le sentiment de subir une loi qu'ils ne comprennent pas et des injonctions qu'ils ne sont pas capables de satisfaire et qui en souffrent, ça peut se traduire par des sociétés effectivement polarisées. Donc, ce n'est pas des petites questions. Donc, à la question de savoir comment réinventer, oui, l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui clairement le domaine dans lequel on réinvente les modèles économiques de façon concrète
en France. Et vous en avez parlé sur Blast, non seulement vous êtes une coopérative, mais récemment, j'ai vu une vidéo, une masterclass même, sur la question de l'économie sociale et solidaire. Bon, voilà, l'économie sociale et solidaire, que moi, en fait, j'appelle tout simplement l'économie coopérative, parce qu'en fait, pour moi, c'est exactement ça, et c'est même l'économie de la coopération et de la transition. C'est vraiment voilà, un lieu dans lequel on réinvente cette question du sens au travail et du sens au collectif et du sens par rapport à la biosphère. Voilà. Donc c'est vraiment un domaine concret, en fait, dans lequel cette notion de coopération trouve à s'appliquer. Et en fait, dans un domaine qui lui donne vie. Et justement, pour revenir aussi à un autre sujet qu'on a évoqué, qui est la question de la démocratie, au début de l'entretien, vous citez une étude du think tank Freedom House, qui en 2022 montre que les libertés ont reculé dans le monde pour la 17e année de suite. Est-ce qu'il y a, et que en fait, la qualité du débat public démocratique ne fait que se dégrader. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à repenser totalement dans nos démocraties aujourd'hui, et en réinventant aussi la façon dont on discute, dont on prend des décisions, et à l'inverse de ce qu'on est en train de vivre en France, finalement? Oui, alors vraiment cette question de ce qu'on peut appeler la récession, enfin c'est plus exactement un politiste de l'université de Stanford qui a appelé ça la récession démocratique, Larry Diamond. Et la récession démocratique, c'est le fait que, grosso modo, à la fin des années 2000, on a un certain nombre de pays dont on espérait qu'ils deviennent en fait la nouvelle frontière du projet démocratique, notamment la Hongrie, qui vont basculer dans une forme de régime autoritaire qui va en fait devenir se répandre à la surface de la planète. Et on a, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une régression très nette des libertés civiles et des droits politiques que Freedom House en fait documente empiriquement depuis le début des années 70. Donc on a des séries relativement longues sur 50 ans. On voit cette dégradation de la démocratie. Mais une fois de plus, les études du CEVIPOF la montrent de façon très très claire en France. Donc si on pense que la confiance est un corollaire absolument indispensable à la coopération, et que la coopération, c'est pas seulement le fonctionnement du gouvernement représentatif, mais voilà, on a à la fois le fait que la démocratie fait partie de la crise de la coopération. Il y a 3 échelles de crise. Il y a une première échelle de crise qui est la question des liens sociaux et de l'isolement social, qui est complètement négligée en France. Il y a la question de la justice sociale et des inégalités, documentée par des travaux notamment d'émanations françaises. Et la question de la crise de la démocratie. On a vraiment ces 3 étages-là, et c'est ces 3 étages-là qu'il faut arriver à penser, en particulier si on veut revitaliser le projet démocratique. Mais là où ça devient tout à fait intéressant, c'est qu'on peut le faire, une fois de plus, contre l'État. C'est pas forcément, ou même pas du tout, l'État qui est censé être la clé, le garant de la coopération, en fait. D'abord, les liens sociaux, on peut penser, par exemple, que dans les villes doivent être les garantes des liens sociaux. C'est d'ailleurs un très beau destin pour des villes au XXIe siècle que d'être les garantes des liens sociaux et du fait de pouvoir vivre pleinement ces liens sociaux. Mais indépendamment de ça, on peut penser que l'idée selon laquelle la transition écologique, c'est simplement venir à bout des résistances de la société civile et que c'est une puissance publique bienveillante qui va venir à bout des résistances de la société civile, c'est absolument pas le tableau qu'on a sous les yeux. Ce qu'on a sous les yeux, c'est qu'on a une société civile et des citoyennes et des citoyens qui disent vouloir massivement la transition écologique, et on a une puissance publique qui, en fait, fondamentalement, résiste à la transition écologique. Et de ce point de vue-là, réinventer la coopération, c'est inventer des nouveaux collectifs qui vont inciter l'État à faire la transition. Voilà. Ce qu'on voit, par exemple, avec les soulèvements de la Terre. Alors justement, vous l'évoquez dans votre livre, vous parlez d'une sorte de boîte d'outils pour faire la transition écologique à la puissance publique. Donc vous parlez notamment de la question de l'information et de la pédagogie pour dénoncer aussi les politiques qui entravent la transition, les actions en justice, les instruments économiques qui ont notamment été utilisés par le mouvement civique, donc boycott, blocage, grève, sabotage, et enfin les instruments civiques, donc le vote, les mouvements politiques, les groupes d'influence et les contre-modèles d'organisation type ZAD, etc. Finalement, ça montre un peu toutes les palettes d'actions qu'on peut avoir aujourd'hui pour dire « faites quelque chose, s'il vous plaît, face à cette urgence absolue ». Mais comment est-ce que vous imaginez que tout ça peut s'articuler aujourd'hui et réellement peser, alors que justement, on le voit, les alternatives, les mouvements écologistes sont de plus en plus réprimés ces dernières années et ces derniers temps? Ça, c'est fondamentalement vrai, et c'est le signe que l'État est une force de la non-transition. En France et ailleurs. C'est-à-dire l'idée selon laquelle
il y a une répression, mais c'est une répression de quoi? De la coopération qui s'organise. C'est-à-dire que non seulement l'État ne fait pas, mais l'État réprime ceux et celles qui tentent de faire. Voilà. Donc, et qui se mettent ensemble pour le faire. Et qui se mettent ensemble pour le faire, et qui réinventent la coopération. Et quand on dit on dissout un collectif, en fait, c'est bien on anéantit une coopération. Donc, c'est bien le signe que c'est ça la menace. La menace, c'est pas le fait que des individus isolés décident de telle ou telle action. La menace, c'est qu'effectivement, des collectifs, la menace pour la non-transition, c'est que des collectifs s'organisent, se mettent ensemble, parce que là, il y a une puissance absolument inégalée. Donc, je constate comme vous ce scandale absolu et qui prend des formes totalement dramatiques dans la forêt amazonienne, etc., où carrément on exécute les gens en grand nombre, les militants écologistes, pour aller vite. Et en même temps... La prison ferme en Grande-Bretagne aussi, de plus en plus. Voilà. Et en même temps, l'écologie comme l'État social, ça n'advient que par les luttes. C'est-à-dire que ce sont les luttes qui sont toujours directrices dans le fait que l'État ensuite décide de politique publique. Donc il n'y a pas d'autre moyen de faire. C'est-à-dire que si on reprend la chronique, par exemple, des grandes politiques environnementales qui ont été mises en œuvre aux États-Unis sous l'administration Nixon, qui n'est pas exactement un chantre de progressisme, ça a été fait sous la pression de luttes qui ont commencé dans les années 50 avec Rachel Carson, le fait de dénoncer un certain nombre de scandales, etc., et d'arriver par la force de la coopération, à faire plier l'État et à faire en sorte que l'État décide d'un arsenal de politique environnementale qui, pour le coup, ont complètement changé la donne sur un certain nombre c'est jamais complètement acquis, comme on le voit évidemment avec l'administration Trump, et encore plus avec la future administration Trump si elle devait advenir, mais on voit que ça a complètement changé la donne sur la question de la protection des espèces, la question de la pollution de l'air, la question de la pollution de l'eau, etc. Et on ne peut pas comprendre cet arsenal législatif du début des années 70 aux États-Unis sans la chronique de 20 ans de lutte de ces collectifs environnementaux. Donc c'est la même chose pour moi sur la question de la satiété, qu'on appelle en France la sobriété, mais moi que je préfère appeler la satiété. C'est-à-dire sur toutes les grandes questions que sont l'eau, l'alimentation, la question des terres, la question des sols, etc., c'est évidemment comme ça que ça va se faire. Mais là, on est dans la phase de résistance absolue. Mais une fois de plus, c'est pas la résistance de la société civile, c'est la résistance de l'État. Oui. Mais justement, dans votre entretien à Politis, vous dites que vous craignez que le néolibéralisme se transforme en une force encore plus destructrice. Et vous mentionnez notamment la candidature de Trump, qui est bien pire que la précédente. Est-ce que c'est pas déjà ce qui est en train de se passer en quelque sorte? Est-ce que y a pas, vous évoquiez les paradoxes au début, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe à se dire que d'une certaine manière, on sait de plus en plus ce qu'il faut faire, on a des modèles économiques alternatifs, et de l'autre, on a un modèle économique qui va de plus en plus loin dans sa destruction des humains, du vivant de façon générale, et qui finalement amène l'extrême droite au pouvoir de plus en plus dans le monde. Alors, amène l'extrême droite au pouvoir de plus en plus, il y a aussi des résistances. On l'a vu en France. Oui. C'est-à-dire qu'alors qu'il y a quelque chose qui est un système médiatique, politique, économique qui nous dit que c'est inévitable d'avoir un Premier ministre d'extrême droite, il y a quand même des citoyens et citoyennes qui sont capables de se mobiliser pour faire barrage à ce pouvoir-là. Ensuite, il y a un système représentatif qui tente néanmoins d'imposer un programme dont on verra à quel point il est proche ou pas de celui de l'extrême droite. Mais on a quand même des résistances, heureusement. Moi, je reviens toujours à la question du mouvement des droits civiques. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer, en fait, une communauté humaine plus faible et plus impuissante que les Africains-Américains aux États-Unis dans les années 50. C'est-à-dire une communauté décimée par des problèmes de santé, l'absence d'accès à l'éducation, une absence de capacité à s'organiser politiquement, etc. Et qui arrive en l'espace de 20 ans à faire une révolution qui est la révolution des droits civiques. Et qui le fait par l'organisation. Quand on reprend la vie de Martin Luther King, c'est extrêmement frappant de voir comment tout ça a commencé par la grève dans le bus, etc. Bref, par des moyens qui sont précisément des instruments économiques comme le boycott, etc. Et si on reprend cette lutte-là, on est bien obligé de constater qu'au cœur de cette lutte, il y a la question de l'amour et de l'amour politique. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais de l'amour la matrice, en fait, des liens sociaux pour cette puissance politique de l'amour. Voilà. Et pour reprendre un exemple récent, évidemment, j'ai été, comme beaucoup de gens, extrêmement ému par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques
à Paris, qui sont extrêmement critiquables. En fait, moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait que la cérémonie d'ouverture et puis rien d'autre après. Mais si on avait eu que cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, évidemment, voilà, où on a magnifiquement mobilisé l'amour pour conjurer la haine qui empoisonne le débat public français. Et c'était absolument clair et manifeste. Et c'est pas pour autant que le conflit a été évacué. Il y avait aussi le conflit. Mais il y avait cette question de la puissance de l'amour. Donc je pense que c'est effectivement ça, le cœur maintenant de la lutte, c'est-à-dire arriver à remettre cette question de la coopération, des liens au cœur de ce combat pour la préservation de la biosphère. Alors justement, dernière question, comment est-ce que vous imaginez cette coopération émerger aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle changerait concrètement à nos vies si on arrivait justement à mettre en place cette coopération et donc cette économie du bien-être dans une société post-croissante? Ça changerait tout. Ça changerait tout. C'est-à-dire qu'en fait, la coopération, ça peut paraître un peu abstrait. Dans le livre, je distingue 3 sphères, les liens intimes, les liens romantiques, les liens familiaux, les liens sociaux, l'éducation, la santé, le travail, les liens vitaux, les liens avec les écosystèmes, la biodiversité. Donc, il faut imaginer en fait que dans ces 3 sphères-là, en fait, on change complètement la manière de fonctionner par rapport à, une fois de plus, ce règne de la collaboration. Donc, imaginez une éducation dans laquelle on n'expliquerait pas aux enfants à partir de 2 ou 3 ans qu'ils vont apprendre à lire ou à écrire sur des écrans et qu'on leur donne le temps. Regardez ce qui se passe dans les pays nordiques ou même en Belgique, plus près de nous, la manière dont un certain nombre de parents sont en train de sortir leurs enfants de systèmes éducatifs dans lesquels les indicateurs règnent en maître et les outils numériques sont en train de les contraindre pour essayer de leur réapprendre les liens sociaux au contact, par exemple, des espaces naturels. Bon, ça, c'est une éducation fondamentalement différente. Si vous commencez votre existence par l'idée que ce qui compte, c'est d'arriver à s'entraider dans une forêt pour essayer de comprendre ce que sont les espèces vivantes qui vous entourent, vous imaginez bien que ça va donner des résultats radicalement différents que si vous essayez d'apprendre à lire ou à écrire sur une tablette. Bon, voilà. Idem pour le travail. On parlait de la question du travail. Un des leitmotifs du livre, c'est l'idée du temps de la coopération, c'est-à-dire faire en sorte que les processus dans lesquels on s'associe ne soient pas juste des artifices où il y a un spectacle de l'hypercollaboration, mais en fait où tout est décidé en amont, mais où véritablement on prend le temps de coopérer, c'est-à-dire d'échanger des idées et d'avoir une prise sur son travail. Il y a des études très précises qui montrent que c'est ça la question centrale, l'autonomie, le degré d'autonomie dans son travail, à quel point on peut discuter du sens de sa tâche. Et enfin, évidemment, la question de la coopération avec les autres espèces vivantes par opposition au fait de les détruire aveuglément au bénéfice des humains. Donc concrètement, ça changerait tout. Voilà. Et comment est-ce que je le vois advenir? Je vois petit à petit se développer cette question, notamment dans le rapport au temps. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens s'interrogent sur le temps qu'il leur reste, le temps qu'il y a, le temps dont ils disposent et le temps libre. C'est-à-dire non contraint et par le travail et par les outils numériques. Donc le vrai temps coopératif, le temps qu'on peut passer avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça, c'est une préoccupation qui, à mon avis, devient absolument centrale. Le temps, c'est peut-être la politique du temps, une des politiques les plus originales et les plus innovantes sur la question de l'économie du bien-être qu'on peut mettre en place. Donc pour vous, c'est vraiment en libérant du temps au maximum aux individus qu'on va pouvoir faire émerger une société plus juste et plus écologique? C'est comme ça qu'on a fait. Si vous regardez l'histoire humaine depuis 2 siècles, on a fait en sorte que le temps pur collaboratif, qui est le temps de travail, décline de façon extrêmement importante par rapport au temps libre, avec des niveaux de vie qui n'ont cessé d'augmenter. L'histoire du XXe siècle, en France, c'est pas du tout le fait qu'on travaille de plus en plus. C'est pour ça que cette idée qu'on va se comparer aux États-Unis ou à la Chine sur la question du temps de travail ou du coût du travail, c'est une vision 19e du bien-être humain. Le XXe siècle, c'est comment on a libéré le temps de la contrainte du travail pour libérer du temps de loisir et pour avoir des niveaux de vie plus importants. Le seul problème, c'est qu'au début du XXIe siècle, on a inventé une nouvelle emprise qui est l'emprise numérique. Et donc, tout ce temps libre est complètement phagocyté par la question des outils numériques. Donc, c'est ça la nouvelle libération dont il est question. Voilà. Et c'est entre parenthèses aussi, je disais, la coopération, c'est ce qui distingue l'espèce humaine des autres espèces, c'est aussi ce qui distingue l'espèce humaine des machines. C'est-à-dire que la coopération, c'est la part non reproductible de l'intelligence humaine. Donc, chaque fois qu'on arrivera à coopérer, on échappera à l'emprise de l'intelligence artificielle pour substituer à l'intelligence artificielle une intelligence collective. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a donné des clés pour réfléchir à toutes ces questions.
Si vous voulez creuser le sujet de l'économie du bien-être, de la post-croissance et de l'entraide, je vous mets plusieurs liens vers des précédents entretiens Blast. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que tous nos entretiens sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes. Vous le savez sûrement déjà, mais Blast est un média indépendant, en plus d'être une coopérative, et nous existons grâce à vos dons et vos abonnements. Alors, si vous pensez que c'est important que l'on existe, soutenez-nous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.